Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Hoop Culture, que vous soyez connecté sur la page YouTube de Rivers Basket Session ou sur les plateformes de streaming. On est ravis de vous retrouver comme chaque semaine. Je suis rejoint par le rédacteur en chef du magazine Rivers, Théo Omesser. Salut Théo, comment ça va? Ça va très bien, Pierre Armand, ravi de te retrouver, de vous retrouver tous pour ce nouvel épisode de Hoop Culture. Je crois que tu nous as préparé une thématique bien spécifique, bien cool pour cette semaine. Ouais, on va rentrer dans le vif du sujet. Hoop Culture, une émission donc regardée et écoutée par Demar DeRozan et Anthony Davis, puisqu'ils ont très mal pris le fait d'avoir été la semaine dernière dans nos catégories sous-cotées. Du coup, ils nous ont fait mentir. Ils nous ont fait de grosses performances, ce qui n'est qu'une grosse performance, mais on reste, Théo et moi, sur nos catégories à chaque fois. On vous rappelle que tous les podcasts sont bien sûr écoutables et réécoutables à l'infini sur donc les plateformes et sur YouTube, bien sûr. Bienvenue dans ce nouvel épisode. On va faire une thématique un petit peu sympa aujourd'hui. On va parler des fits, de ces trades, de ces changements qui ont eu lieu dans un club ou ailleurs, puisqu'on va élargir à d'autres domaines de la culture basket et autres. Donc ces feats, ces personnes qui sont arrivées, qui sont parties, qui ont peut-être fait que quelque chose a mieux marché, a mieux cliqué, et pourquoi pas imaginer des feats qu'on aimerait bien voir dans le futur avec Théo. On rappelle que dans notre culture, il y a deux ballons. Donc on ne va pas se bagarrer finalement pour savoir qui aura le ballon à la fin, Théo. C'est clair. Oui, non, c'est clair. Nous, c'est le bon fit du dimanche, en tout cas. On s'est bien trouvé avec Pierre. Ouais, thématique plutôt sympa, voir voilà, comme tu l'as dit, quoi, les éléments qui ont su se glisser parfaitement dans un moule pour aider à faire prendre la sauce. C'est quoi, toi, le premier du coup qui t'est venu en tête quand on est parti sur cette thématique? Ah bah il est simple, mais il est double. Il est double, l'un entraîne l'autre. C'est-à-dire qu'en 1995, Horace Grant part à Orlando, et pour contrer ça, parce qu'ils se sont vus qu'ils étaient en galère, les Bulls font venir Dennis Rodman en 1996, trade à la limite incompréhensible à l'époque quand on connaît, un, le passif de Rodman avec les Bulls, puisque c'était quand même leur némésis absolue, et deux, l'état psychologique dans lequel il était à ce moment-là. Et puis en plus, il faut savoir un truc, c'est qu'il est échangé contre une seule personne. Mais quel joueur, Théo? Tu te rappelles? Pour Dennis Rodman, tu veux dire? Ouais, Ah non, tu m'as collé là, j'ai complètement oublié qui était dans le trade pour Rodman, c'était qui du coup? il y a une personne, il y a Will Perdue. Alors Ah pour te oui, bah oui, bien sûr, bien sûr. non mais Le grand Will. pour te dire qu'à l'époque, on considérait qu'on faisait une affaire quand on prenait Rodman contre Will Perdue. Heu, je te laisse imaginer le pari incroyable, ça marche tout de suite, ça clique tout de suite. Il doit y avoir des on ne sait pas quelle tractation était passée. Je crois que Phil Jackson a passé beaucoup de temps avec lui pour lui expliquer, certaines choses et pour lui laisser, surtout la liberté nécessaire à exprimer sa folie, en dehors du terrain, pour pouvoir la garder sur le terrain, également. Tout le monde a dû être patient. Il y a dû avoir des centaines et des centaines d'heures de repas et de conciliabules pour pouvoir convaincre les uns et les autres. Je crois que Pippen était beaucoup, plus réticent que Bah Jordan à oui. l'époque, et ça se comprenait. Mais voilà, un fit parfait à mon sens, puisque bon, bah, les 3 titres qui suivent derrière, et puis, ben, il est fou, mais il est là, quoi. Ouais, carrément, ouais, c'est bon, je l'avais sur ma liste aussi, Rodman, et ce qui est chouette avec ce choix, c'est que finalement sur le papier, tu peux te dire: «Bah non, ça peut pas coller en fait». C'est pas du tout, le même état d'esprit. Lui, il est à moitié taré, il sort de ses saisons de son passage à San Antonio où ça s'est super mal passé. En fait, ce que je trouve assez fort et dans ce trade, c'est que je pense que s'il s'était produit à n'importe quelle autre période, des Bulls, ça aurait pas pu marcher en fait. Il arrivait vraiment dans le meilleur timing possible, le timing qui permettait, bah, à Jordan et d'autres de se dire: «Bon, bah, on sait que en termes de personnalité, c'est pas celui qui nous correspond le plus. Par contre, on sait ce qu'il apporte sur le terrain, on sait ce qu'il peut nous amener. On sait qu'avec lui, on a une vraie chance de repartir à la pêche au titre et d'aller en prendre plusieurs». Et du coup, j'ai l'impression que c'est le moment où tout le monde a pu mettre son ego de côté. Tu parlais de Scottie Pippen et tu as totalement raison de le mentionner parce qu'il avait encore, en travers de la gorge les années bad boy,
de Détroit, notamment, les séries où il avait été ciblé vraiment par la défense des Pistons qui s'étaient dit: «Bon, bah, de toute façon, Jordan, en gros, même si on le tabasse, il va continuer à faire ses perfs, il faut prendre Pippen». Pippen, on se rappelle, avait cité des problèmes de migraine, tu sais, qu'il avait handicapé pendant les playoffs. Il s'était beaucoup fait moquer à l'époque, ce qui semble totalement honteux avec le recul. Mais bref, voilà, chacun a su mettre de côté ses a priori et même en termes de management, tu parlais de Phil Jackson, ils ont trouvé comment laisser Rodman être Rodman sur le terrain. Rodman aussi, et je pense qu'en termes de fit basket, ce que les Bulls ont perçu et que certains, je pense, en dehors n'avaient pas vu, c'est l'intelligence de jeu de ce joueur, sa qualité de passe, son sens du collectif. À une époque où il était quand même décrié avant tout pour toutes ses frasques, pour son côté bad boy. Ils ont révélé, je trouve ils ont su mettre en valeur, en fait, vraiment le joueur de basket complet et incroyable qui était Rodman. Peut-être mieux, alors je vais pas dire mieux que les Pistons parce qu'il était fantastique avec les Pistons, mais du moins je trouve qu'ils l'ont valorisé dans ce registre-là. Ah oui, tout à fait. Et puis déterminant, que ce soit en saison régulière, mais surtout en play-off. On se rappelle d'une série, notamment contre Seattle, où s'il est MVP de la série, il le vole pas. Qu'est-ce que tu as, Ouais, toi, ce de que ton côté? Ouais, un mot, je l'avais déjà dit, je crois, mais ce que j'adore dans cette série, c'est que tu as George Karl qui envoie Frank Brickowski pour faire péter un câble à Rodman, et c'est Rodman qui est imperturbable et qui fait péter des câbles à Frank Brickowski qui se fait expulser de 2 matchs. Tu sais, c'est le principe de l'arroseur arrosé. J'avais adoré ces petites guéguerres, C'est ça. comme on aime. Allez, moi j'en ai un autre sur un peu le même type de personnage. C'est 2004, l'arrivée de Rachid Wallace aux Pistons via Atlanta. Je peux dire que si vous avez un maillot des Atlanta Hawks 36 avec Rachid Wallace, gardez-le parce qu'il a joué qu'un match. Donc ça, c'était assez culte. En fait, ce qui est là aussi, en fait, un petit peu le même profil finalement que Rodman. Donc Rachid Wallace qui arrive, après ces saisons alors fantastiques d'un point de vue individuel à Portland, il était le meilleur joueur des Jail Blazers, voilà, de cette équipe qui est pas passée si loin peut-être, d'aller au bout, mais plombé par les problèmes extrasportifs, les fautes techniques à répétition. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que tu sais, Rachid Wallace, j'ai l'impression que c'est ce mec qui avait tout pour être une superstar et qui voulait juste être un joueur comme les autres, en fait. Et dans cette équipe des Pistons où il y a pas de star, bah, ils se font à merveille dans le collectif, sans jamais chercher à tirer la couverture à lui. Il joue, voilà, c'est un des j'allais dire c'est le capitaine de défense. Alors bien sûr, c'est Ben Wallace, le capitaine de défense de ces Pistons, mais en gros, il est co-capitaine, il bouche les trous partout. Offensivement, bah, il est toujours le joueur incroyable qu'il est. Et la sauce prend, et puis derrière, c'est bah, l'histoire un petit peu de la Cendrillon qu'on connaît avec les Pistons, tu sais, les mal-aimés, les cols bleus qui vont taper les superstars d'Hollywood, avec la première peut-être des super teams estampillées comme ça avec Karl Malone, Gary Payton, Kobe, Shaq et compagnie. Et puis l'histoire est magnifique. Et derrière, bah, les Pistons restent très forts pendant des années. Ils ne regagnent pas le titre, ils refont une finale face aux Spurs, mais ils continuent à dominer la conférence Est pendant plusieurs années. Donc c'était ouais, le fit parfait, je pense, Rachid, pour cette équipe. Si Cendrillon avait, dans le dessin animé, eu la gueule de Rachid Wallace, pas certain que les petites filles achètent encore des robes. Ça, c'est clair. Soit dit, si vous Rob avez, don't lie. voilà, si vous avez une robe floquée 36 Wallace de princesse, ça, c'est la vraie classe, elle est là. Et puis en plus, ce feat, il est parfait avec un autre à Détroit quelques années avant. C'est Ben Wallace qui arrive Ouais. échanger contre Grant Hill, qui part à Orlando. Et c'est le début de la descente aux enfers pour Grant Hill et ses blessures. Et finalement, Wallace qui amène du sérieux et ses compétences en défense. C'est vrai que finalement, c'était un petit peu à la manière de Rodman, un pari très, 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 très risqué. Et finalement, c'est là qu'on s'est rendu compte que Wallace, bah, c'était, comme tu dis, c'était pas forcément la superstar que tout le monde présentait, mais un joueur qui n'était pas un joueur lambda, mais qui voulait être juste un joueur de devoir et un joueur lambda. C'est un peu ce que faisait Ron Artest, qui a été Ron Artest par la suite, hein, qui préférait avoir la lumière sur d'autres que sur lui-même. Ouais, carrément. Moi, je te parle d'un double fit cette fois-ci sur le même joueur. C'est Mark Jackson. Mark Jackson, il est rattrapé par Indiana en 94 aux Clippers. Alors dans le trade, on a Malik Sealy pour Richardson et l'immense Eric Piatkowski, hein, dont tout le monde se rappelle bien sûr. Bien sûr. 2 ans plus tard, il l'envoie à Denver, hein, et 1 an plus tard, il le récupère. Ils le font revenir à Indiana, et après, bah, il y a ça reclique de nouveau
de belle manière, parce que quand il vient en 94, c'est les 2 grosses, séries de playoffs, 94, 15, 16, avec contre les Knicks et les fameuses histoires avec Reggie Miller. Et puis il revient après et bah, c'était pas forcément débile le fait de l'avoir fait partir puisque ça leur a permis de choper d'autres assets et d'autres joueurs, et d'aligner, d'un coup, Jackson, Jalen Rose, Chris Mullin et Reggie Miller d'un coup avec Rick Smith. Donc double fit et double apport à des périodes différentes, à des moments différents de Mark Jackson, qui reste un joueur, bon, bah, qui, comme j'allais dire un peu tout meneur, mais qui s'acclimate facilement dans les nouvelles équipes où il va et qui apporte quelque chose forcément. Surtout un joueur de son expérience. Ouais, c'est vrai que son style de jeu, alors, collait parfaitement avec cette équipe des Pacers. Il était pile ce dont ils avaient besoin. Tu parles, voilà, leadership, capitaine de jeu et cetera. C'est vrai que c'était parfait, c'était parfait. Mark Jackson qui est quand même, au bout du compte, je pense souvent sous-coté aussi, tu sais, quand on parle des très bons meneurs, parce qu'il a ce côté, je pense, alors, ça va peut-être être un petit peu dur, mais je pense que c'était un excellent meneur, mais pas forcément un meneur avec du génie. Alors c'est peut-être, voilà, c'est peut-être dur de dire ça, mais quand on regarde, les catégories statistiques, le plus grand nombre de passes décisives, et cetera, il est très, très haut, très bon en ratio, passes décisives, balles perdues. Voilà, il fait partie un petit peu de ces mecs-là qui sont passés entre les gouttes. Je pense que voilà, son passif après, enfin la suite en tant que coach, des Warriors n'a pas aidé forcément à ce que sa cote soit redorée, mais ouais, ouais, bien vu, très bien vu pour Mark Pas Jackson. pas un grand consultant non plus et je crois qu'il est quand il est tradé aux Clippers, il est remplacé à son même poste par ton ami le docteur, Bien sûr. quand il part de New Un York. des 2 coachs que j'ai préférés en NBA ces dernières années. Et Piatkowski, pour l'anecdote, qui a quand même été longtemps le joueur pour lequel les Clippers avaient été prêts à mettre le plus d'argent, tellement, Donald Sterling était une pince sans nom, il voulait jamais prolonger les joueurs, garder les talents. Donc c'est Piatkowski, je sais plus quel était le montant de son contrat, mais à un moment, c'était pendant presque plus de 10 ans, même après, quand il y a d'autres stars qui sont arrivés, ça a été le seul gars pour qui, Donald Sterling avait voulu ouvrir son portefeuille. Et que tu parlais de Matt Jackson sous-coté, quand il retourne à Indiana, il est échangé contre un autre joueur sous-coté dont on n'a pas parlé, c'est Ricky Pierce, que j'aime beaucoup. Super joueur, Ricky Pierce, voilà. Allez, on continue. Allez, moi j'en ai un plus récent, c'est, Aaron Gordon aux Denver Nuggets, Bien et vu. celui-là, il me plaît d'autant plus que pour une fois, parce que je suis pas forcément bon dans l'exercice, mais, dans une discussion, alors, malheureusement j'ai pas les preuves, je peux pas vous sortir le récépissé comme on dit, ni l'addition, mais, dans une discussion à bâton rompu avec, mes collègues de basket session, j'avais dit: «Ouais, Aaron Gordon, il serait parfait aux Nuggets, c'est vraiment le type de joueur qui leur manque». Et donc le trade se fait, ça marche super bien et pas de bol, Jamal Murray se fait le genou, donc il faut attendre 1 an et demi quasiment, qu'il revienne pour qu'on voit ce que ça pouvait donner. Mais j'adore le fit d'Aaron Gordon, avec les Nuggets. Voilà, autant à Orlando, il avait du talent, mais on lui demandait d'en faire beaucoup trop par rapport à ce qu'il était capable de faire. Autant à Denver, bah, c'est parfait, il défend dur, il va au rebond, il est athlétique comme c'est pas possible, il met les points s'il faut, il peut créer un tout petit peu, mais sans que tout le jeu repose autour de lui. Voilà, c'était vraiment la pioche parfaite pour Denver, et voilà, si Jamal Murray s'était pas blessé à ce moment-là, de la première saison, moi pour moi, c'était déjà les Nuggets qui étaient les grands favoris pour aller au titre, cette saison-là. Il a fallu attendre un peu, mais finalement ça a bien été le cas. Et c'est marrant, ces joueurs qui finalement rêvent de titres comme tous, un type comme Aaron Gordon, qui en plus a toujours vécu avec ce sentiment de revanche pour s'être fait carotaxe un concours de dingue. Ah, Euh, oui, mais genre Dwayne Wade. ouais, ouais. Mais et finalement, ils s'épanouissent tous dans des petits marchés et des équipes qu'on n'attend pas forcément, bah, parce que c'est sain, parce que il y a peut-être moins de pression de la part du public. Donc ça fait toujours plaisir de les voir comme ça. Euh, Quand on parle de superstars qui arrivent dans un club, évidemment, on pense à l'apport que ça fait. Le fit parfait, c'est LeBron James partout où il va. Bon, ça, on le sait. Et on le voit C'est d'autant clair, plus, à la c'est clair. limite, c'est même pas sur le coup qu'on le voit, c'est quand il s'en va qu'on le voit. C'est surtout ça. Puisque toutes les équipes qu'il quitte à chaque fois bah, tombent dans des profondeurs abyssales. Mais un autre feed, bon, bah, il est derrière toi sur la couverture du numéro 13 loser, c'est Charles Barkley qui arrive en 93 aux Suns, qui en peut plus d'être à Philadelphie, qui crie partout, et pour le coup, il crie partout, qui veut se barrer. Il part finalement, il a son ticket de sortie, il arrive aux Suns, revigoré, sous un climat qu'il ne connaît pas,
puisqu'il a lui-même dit, c'est difficile de travailler dans ces conditions parce que quand on se lève le matin, qu'on à 10 heures on est encore sur la terrasse en caleçon en train de prendre le petit déj, contrairement à Philadelphie où il faisait, -12 et qu'on avait que ça à faire de jouer au basket. Là, il arrive et 62 victoires plus tard, un titre de MVP, le complément parfait de Kevin Johnson, Dan Marley, Tom Chambers et toute la bande, jusqu'à l'éclosion de Richard Dumas sur cette saison-là. Voilà, Barclay, le fit parfait pendant 2-3 saisons à Phoenix, barré par le génie des Bulls d'un côté, d'Hakeem Olajuwon par la suite, de Mario Elie qu'on n'attendait pas sur la troisième. Mais voilà, et puis après, bon, bah, le transfert à Houston, où là, ça n'est pas un fit parfait du tout, du tout. Mais en tout cas, en 93, c'est vraiment l'exemple même d'un grand joueur qui change le visage d'une franchise. Ouais et puis, cette équipe des Suns, quelle belle équipe. Tu sais, pendant le confinement là, comme on avait tous un petit peu de temps, je m'étais rematé moi des matchs de cette finale 93 Bulls, Suns. C'est une des plus belles que j'ai vues à ce jour, hein et même en les revoyant, tu vois, j'étais épaté du niveau, d'intensité défensive alors que les matchs, je les ai vus des tonnes de fois. Le talent qu'il y a sur le terrain, c'est vraiment, du très beau basket, pour l'époque et puis un petit peu, précurseur parce que c'est vrai qu'avec, bah, tu as Barclay, super passeur, Kevin Johnson, tu as Danny Ainge qui est aussi un très bon joueur de voilà, de créateur à la passe. C'était vraiment une belle équipe, cette équipe des Suns. Bon, pas de bol, 93, tu tombes sur trop fort et puis c'est plus derrière, en fait, c'est un peu dommage. Je pense que les regrets, ça doit plutôt être sur les saisons qui ont suivi 93, même si, Kevin Johnson a vite été rattrapé par les blessures, mais ouais, équipe fantastique. C'est certain, c'est certain. Tu as qui d'autre, toi, qui fit bien? Allez, moi j'en ai encore plusieurs. Allez, un petit franco-français, je vais rester sur les Suns. Quand Boris Diaw arrive à Phoenix, c'est le fit parfait, c'est tu sais quand tu sens qu'Atlanta, ils avaient drafté, Boris Diaw sur le potentiel, sur le talent bien sûr, mais sans vraiment comprendre le type de joueur que c'était et ils ont fait des essais, ça marchait pas vraiment et puis là, il arrive à Phoenix, une équipe qui a complètement compris comment utiliser Boris, du mieux possible. Bah, c'est là qu'il fait de toute façon sa meilleure saison, je pense, individuelle. Il est même, il récupère le trophée de MIP, Most Improved Player avec, Steve Nash à côté. Il est offensif comme on l'a rarement vu, durant cette 1re saison-là. Derrière, il a il a vite retrouvé l'ombre, mais là, il attaque quand il faut, son sens de la passe fait merveille et puis ça permet à Mike D'Antoni et Steve Nash de développer ce jeu fantastique là du 7 seconds or less sur lequel des livres, incroyables ont été écrits. Voilà, il y en a eu d'autres, hein, quand Boris est arrivé à San Antonio, même chose, ça clique très bien. Il est parfait dans cette équipe des Spurs, mais c'est vrai que ça faisait plaisir de le voir, décoller comme ça aux Suns. Voilà, avec Boris, je suis toujours tu sais, j'ai adoré le joueur et en même temps, j'ai toujours eu le sentiment de rester un petit peu sur ma faim, de me dire que finalement de cette génération, c'était vraiment lui le plus talentueux, que s'il avait eu un peu plus envie de prouver des choses, il aurait pu aller encore plus haut, je pense, mais voilà, j'ai adoré aussi cette équipe des Suns, incroyable. Je pense qu'il regrette pas du tout, il regrette rien du tout, Boris Non, Diaw de voilà. Il y en a qui disent: Putain, si j'avais fait un peu plus». Lui, je pense qu'il regrette rien. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais je pense que c'est la première récompense individuelle d'une saison, régulière, donnée à un joueur français, d'être MIP comme ça, à une époque où, ben, on n'avait pas le League Pass, c'était peut-être moins médiatisé au jour le jour, mais c'était un événement. C'est un événement, on trouvait même son maillot dans les Foot Locker et tout, c'est ce qui était pas facile. C'est vrai que Boris Dio, alors il arrive dans quelque chose de plus huilé, hein, au à l'époque Spurs? aux Spurs, mais dans la finale de 2014, récital, mais le récital, c'était la et puis en plus quand on entendait les fameuses phrases où on disait que les joueurs du Heat allaient tellement vite pour lui qu'en fait ils mordaient pas dans les feintes et que du coup c'était eux-mêmes qui lui rentraient Ça dedans revenait sur qui arrivait pas parce qu'il mordait sur rien du tout. Donc, mais quelle science du jeu, quelle facilité, quel calme partout, tout le temps. Voilà. À part le jour où il a mis un pied sur le parquet, malheureusement à cette époque-là, on vous renvoie à un épisode précédent de Hoop Culture sans vous dire lequel. Comme ça, vous irez tous les écouter. vous regardez tout. Vous regardez tout Regardez. depuis la première seconde. Moi, un feat que j'ai bien aimé cette année, parce que c'était un joueur que je trouvais pas sous-coté, mais mal utilisé à New York, c'est Obi Toppin, qui est aux Ah oui. Pacers. Et je trouve que ça, c'est vraiment, à chaque fois qu'on regarde un match des Pacers, c'est un dunker de génie. Alors déjà, un des meilleurs dunkers en match, je trouve, de la ligue en ce moment.
Et il est à quand même il passait à 24 avant je crois qu'il était à 12 minutes par match au Knicks, il est à 24 minutes, il est passé à 12,7 points et à 61% au tir et on sent qu'il se régale. Voilà, c'est encore l'histoire du on passe d'un gros marché où on est un peu écrasé par la pression, à quelque chose de plus «familial» entre guillemets. Bon, dans un système qui coule, hein, quand on a un meneur comme Liberton, c'est forcément plus facile de courir et d'aller au alley-oop. Mais voilà, Obi Toppin aux Pacers, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ouais, carrément et puis quand tu passes des années Thibodeau à celles de Rick Carlisle, du moins de cette année avec, les Pacers, c'est un changement de vie, quoi. Tu dis: «Ah bah, quoi, j'ai juste à courir à fond, sauter le plus haut possible et je suis même pas obligé vraiment de défendre». Bah, attendez, parfait, parfait pour moi. Je pense qu'il y a plein de joueurs qui C'est ça. s'éclateraient dans cette équipe, mais ouais, c'est vrai pour Obi Toppin, bon, voilà. Oh, il a bien fait de partir parce que je sais pas si tu as vu, mais il y a Taj Gibson qui revient aux Knicks, donc Thibodeau va le faire jouer 35 minutes par match, donc il serait passé devant lui dans la rotation à coup sûr. Donc, bon choix de l'agent là, de l'orienter vers les Pacers l'été dernier. Quand je pense que Evan Fournier va avoir passé devant lui tous les jours, enlever son survêt, Taj Gibson. Quoi. Ouais, c'est clair. Qui d'autre Théo? Allez, moi j'en ai un autre qui est peut-être un peu évident maintenant, mais c'est, Klay Thompson et Stephen Curry. Parce qu'on a tendance à l'oublier maintenant, mais avant que les Warriors deviennent les Warriors, il y avait eu cette rumeur de trade qui était très, très, sérieuse, d'un trade qu'aurait envoyé Klay Thompson, au Minnesota Timberwolves en échange de Kevin Love. Kevin Love qui était All-Star à l'époque. Moi je trouvais ça complètement fou parce qu'en fait, je me disais: «Mais quand tu as 2 joueurs comme ça, comme Klay et Steph Curry qui jouent ensemble et surtout qui arrivent à ne pas se marcher sur les pieds en ayant, la même, puissance de frappe extérieure», je me disais: «Mais ce type d'alchimie, c'est presque, tu sais, ça tombe du ciel, tu peux pas le recréer si tu essaies de le faire volontairement». Donc il faut absolument garder ces 2 gars ensemble et bon, bah, derrière on connaît l'histoire, hein, les titres, gagnés par les Warriors, l'arrivée de Steve Kerr qui leur permet d'exploiter au maximum leur potentiel offensif. Bon, les Warriors font un peu mal au cœur, hein, cette année, on en avait déjà parlé, on en reparlera peut-être même encore un petit peu tout à l'heure. Ils font un petit peu mal au cœur. Klay Thompson, moi ça me déchire un petit peu de le voir depuis son retour de blessure, de le voir être l'ombre de lui-même, mais les grandes années de Clay et Steph, ensemble, c'est vraiment, fantastique et moi, ce que j'ai adoré, en fait, c'est de voir, 2 mecs comme ça qui s'encouragent l'un l'autre. Enfin, tu vois les matchs où Klay Thompson, réalise des records. Tu as Stephen Curry qui est le premier à agiter sa serviette, à Ah venir lui ouais. taper dans la main et cetera et vice versa et ça, voilà, moi, j'ai adoré ce feat entre ces 2 stars. Bien sûr, il y a Draymond qui s'est greffé là-dessus et ça a permis aux Warriors de gagner tous ces titres-là, mais ces deux-là, tout ce que j'espère malgré tout, c'est qu'ils finiront leur carrière ensemble. C'est voilà, c'est le fit, tu sais, le mariage rêvé, quoi. C'est vrai que c'est le mariage parfait. Tu as raison de dire le, l'excellente entente et la complémentarité sur deux personnes qui jouent, qui ont le même rôle. Et c'est ça, c'est fou parce que pour pouvoir, je me rappelle de la réaction de Steph quand Klay Thompson met 37 points en un quart temps, mais l'autre, il courait partout, il courait autour du terrain, mais cette joie-là, elle est formidable. C'est vrai que ce basket champagne des Warriors, il aidait aussi à ça, mais c'est vrai que c'est une belle rencontre. Love at first sight, comme on dit. C'est ça, exactement. Moi, un fit parfait, c'est tous les membres de Damon Green qui fit parfaitement avec la tronche de tous les autres joueurs de la NBA. Fit parfait. À chaque fois, il envoie un faire-part, il invite à la cérémonie de mariage entre sa main et la gueule de l'un, le pied et les couilles de l'autre. C'est incroyable. Voilà. C'est la 5G, hein, ça arrive vite, hein. C'est formidable. C'est vraiment, voilà, ce fit-là, il est inépuisable. Voilà. Alors, on va pas le voir pendant un moment apparemment. Combien de temps, je sais pas. Mais longtemps s'il faut. Et c'est marrant que je parle de ça en rigolant, bien sûr, parce que c'est pas super marrant non plus, mais il serait temps que Clay et Steph prennent la parole là-dessus, quoi. De manière sérieuse, forte. Et on peut pas toujours être là pour le bon et dire c'est Steve Kerr qui s'occupe du reste. Bon, il faut qu'à un moment ils disent quelque chose, quoi. À mon sens. Hein. Alors peut-être qu'il y aura une déclaration bientôt, mais ils restent discrets quand même les deux quand il s'agit de parler de ça. C'est un vrai Moi, je problème. suis
Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. On peut peut-être faire une entorse d'ailleurs à notre planning habituel parce que moi, c'était malheureusement, tu avais déjà fait un coup de gueule sur lui plus tôt dans la saison, mais moi, c'était le mien pour cette semaine parce que c'est juste pas possible. Et moi, j'ai adoré le joueur. C'est un défenseur comme j'en ai rarement vu. C'est un super joueur, mais là, c'est juste plus possible en fait. C'est plus possible parce que non seulement c'est dangereux pour l'intégrité des autres athlètes qui sont sur le terrain et qui doivent maintenant faire gaffe à ce qu'il pète pas un câble à la première seconde, sans qu'on comprenne pourquoi, hein. Son coup sur Youssouf Nurkic, il n'a aucun sens. Il y a aucune raison de mettre un taquet comme ça. C'est totalement absurde et en plus parce que ça dessert son équipe, tout simplement. Son équipe a Complètement. pas besoin de ça et je pense qu'il faut qu'il comprenne qu'il peut être le joueur, de contact engagé avec, voilà, une flamme au ventre, dans les aspects basket sans forcément, péter un câble toutes les 2 minutes. Moi, je suis d'accord avec toi. Il faut que enfin, on sait pas, hein, peut-être que dans le vestiaire, peut-être que Clay et Stephen Curry surtout prennent Sûrement. la parole. Ça forcément, on n'est pas avec eux, on sait pas comment ça se passe. Mais en tout cas, il faut une réaction de la part des Warriors. La réaction de la ligue, s'est pas fait attendre. C'était logique. On attend de voir maintenant combien de temps il sera suspendu. Mais il faut aussi que les Warriors qui lui ont reproposé un contrat l'été dernier, lui explique: «On a besoin de toi comme joueur de basket, maintenant il faut que tu bouges, il faut que ça change, que c'est plus possible» et je trouve que ça ternit vraiment, salement, la fin de règne des Warriors. Alors je dis pas que tout est fini pour eux, mais je trouve ça vraiment, ça fait vilain. Voilà, c'est vilain de «finir» entre guillemets comme ça, je leur souhaite de rebondir malgré tout et de faire, belle campagne de playoff, mais vraiment, c'est pas ce que j'espérais ni pour lui, ni pour cette équipe de Golden State. Surtout qu'il a 1000 chances sur le coup d'éteindre l'incendie. Il se retourne, il ramasse Nurkic comme, et il s'excuse. Et il dit merde, ouah tout de suite, il est désolé, il va voir, il dit ça va, je t'ai pas fait mal, j'ai pas fait exprès. C'était fini. Mais il dit rien, et puis après, il dit on peut dire ce qu'on veut. Les images parlent. Mais non, les images, elles parlent pas d'elles-mêmes. Ça n'existe pas d'avoir des. Enfin, Théo, t'as eu, toi, t'es déjà allé chez le médecin, on t'a tapé sur le genou là pour faire le réflexe. Enfin, t'as jamais mis un coup de pied dans la gueule de ton médecin sur le truc, tu vois. Le pied, il part un peu. Donc là, à quel moment une main dans le dos, ça te fait avoir une réaction pareille? Ça n'existe pas. C'est un vrai souci, ça pénalise. Et puis encore une fois, moi, je trouve que dans ces gars qui sont euh, obnubilés par leur legacy. Hein, sinon, t'as pas un podcast où tu viens comme ça. C'est des types, ils sont en permanence en train de se justifier de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils vont faire, de leur niveau, du niveau des autres, de se dédouaner et tout. Enfin, c'est fou. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est ça qui restera de Draymond Green. C'est ça, c'est ces bouffonneries-là, ces actions-là qui resteront dans la mémoire. Alors peut-être que lui, ça le fera marrer. Comme aujourd'hui, on en rigole quand on regarde Rodman, mais sur le coup, on n'avait pas. Moi, ça me fait même pas marrer, ça me fait même pas de la peine. C'est juste, c'est un clown et il faut l'enlever. Et puis, comme tu dis, c'est dangereux. Et puis, on en parlait de l'autre jour de la difficulté de David Stern à gérer les embrouilles en ce moment. Enfin bon, là, il y a eu cette semaine cette chamaillerie de cours d'école où ils couraient tous dans le vestiaire. Il paraît que ça a été très chaud entre Indiana et, et Milwaukee pour un ballon. Enfin bon, mais les gars, mais à l'époque d'Internet où tout se commente et tout, il faut arrêter. Non, mais je suis d'accord avec toi et puis vraiment tu sais, j'ai trouvé que les commentaires d'après-match de Draymond Green étaient vraiment pitoyables parce qu'effectivement, tu regardes les actions, tu vois que Nurkic même pas il le met et c'est même pas il le ceinture même pas, il le pousse même pas, il le tient aux hanches et Draymond Green qui dit qu'il essaie de provoquer une faute, Nurkic il fait une tête et demie de plus que Draymond Green. Si tu veux provoquer une faute en prenant les mains de Nurkic, tu peux pas arriver à mettre une mandale à un mec qui fait, 1 pied de plus que toi, Impossible. enfin une tête de plus que toi pardon, il se retourne avec une puissance folle. Imagine que Nurkic, enfin, tu sais, c'est pas du tout impossible vu la violence du coup et là où il a été porté, que ça aurait très bien pu lui péter la mâchoire ou lui coûter à Nurkic, je sais pas 25 matchs pour blessure. C'est quoi ton excuse? Là, tu sais autant, l'altercation avec Sabonis l'an dernier en playoff, j'étais plus partagé parce que Sabonis vraiment fait le geste de lui attraper le pied en fait au passage. Tu vois, il y a quand même un geste qui est antisportif avant je cautionne pas le piétinement de Draymond Green, mais Sabonis fait un geste qui est aussi Oui, dangereux, qui est je pas dis pas joli. Ouais. tout aussi dangereux, mais qui est dangereux aussi, qui est antisportif. Là, dans l'action avec Nurkic, ou même l'étranglement sur Rudy Gobert, il y a rien, jamais qui peut justifier que Mm, tu pètes un câble comme ça.
Et donc, effectivement, tu sais, Nurkic et même, Kevin Durant ont dit: «J'espère», qu'ils espéraient qu'il irait chercher de l'aide et qu'il se ferait aider et je pense effectivement qu'il faut qu'il se fasse aider parce que c'est la marque quand même de quelqu'un et d'une équipe et d'un joueur qui vont mal. Donc voilà, bah, j'espère que le temps passé en dehors du terrain, lui permettra de se remettre la tête à l'endroit et qu'il va pas passer ça uniquement en déversant, sa haine ou sa rage dans des podcasts en expliquant qu'on l'empêche d'être qui il est. Les Warriors et la NBA peuvent lui permettre d'être qui il est, mais il faut qu'il soit avant tout un joueur de basket et pas un danger ambulant. Oui, c'est ça, parce que si ce qu'il est, c'est ça, c'est pas possible. C'est trop dangereux. Tu l'as dit, c'est dangereux. C'est comme le coup de coude de Ron Artest sur James Harden. L'autre le sent pas arriver. Un coup de coude comme ça, à cette puissance dans la tempe, il peut le tuer tout de suite, quoi. Et il C'est s'excuse clair. pas et il dit qu'est-ce qu'il y a, que j'ai rien fait. Non, on peut pas dire ça. Faut arrêter. Bon, un feat qui m'a beaucoup surpris. Moi, j'aurais jamais cru que ça fonctionne. C'est Porzingis à Boston. Alors là, grosse surprise, surtout que on se sépare pour ça d'une tête de gondole et d'un type enfin, de tout un pan de la culture de Boston, de défendre fort, d'être agressif, etc. On prend Porzingis qui a jamais été connu pour ça. Certes, le constat Al Horford qui ne peut plus défendre sur Joel Embiid ou qui peut plus défendre sur ces gens-là, c'est une certitude. Mais j'aurais jamais pensé que ça marcherait, ça fitterait comme ça. Bon, alors ça, avec le pendant, hein, c'est-à-dire que du coup, il y a un ancrage à l'intérieur, donc ça écarte encore plus les shooters, donc ils abusent encore plus du shoot à 3 points. Mais ça, mine de rien, ça fonctionne et on sent un Porzingis totalement épanoui. Ouais, moi, je vais te dire, j'ai vraiment bien aimé ce trade. Alors, j'étais quasiment le seul, même au sein de la rédaction. Mais ouais, moi, j'aimais bien le fit, en fait, parce que je pense que bah, alors, le problème, c'est qu'il joue à Washington, donc les gens regardaient pas trop la saison qu'il avait fait la saison précédente. Mais au-delà des stats, moi, ce qui m'avait intéressé, et ce que j'avais vraiment aimé dans la saison de Porzingis l'an dernier, c'est que j'avais retrouvé en fait la mobilité qu'en avait fait le joueur incroyable qu'il avait été à New York, où il avait été All-Star même, durant son passage à New York. Et, et voilà et en fait, tu vois, défensivement, c'est pas sur l'homme qu'il est fort, mais par contre dans les aides défensives en protecteur de cercle, moi je trouve que c'est vraiment un joueur qui est sous-coté sur cet aspect-là et je dirais même que je pense que c'est ce qui a manqué le plus, durant son passage à Dallas, en fait. C'est qu'il était, tu voyais que physiquement, il était pas bien, il pouvait pas courir, sauter comme il le faisait par ailleurs et je pense que c'est au-delà de ses perfs offensifs, c'était vraiment de ça dont Dallas avait besoin quand il était avec les Mavs et bah, moi, je suis ravi de le voir, jouer Ouais, avec ouais, Boston. Voilà, moi, j'aime bien le joueur, il a beaucoup été décrié, beaucoup blessé. Effectivement, il a peut-être une espèce de tu sais, de voilà, soft, je sais pas, mais moi, je suis content de le voir, se réaliser comme ça avec, Boston et on a oublié aussi qu'à Dallas, dans la bulle, avant qu'il se blesse malheureusement, les Mavs étaient très, très bons avec lui et bon, notamment, voilà, sa collaboration avec, Doncic, ça s'est mal fini, mais elle avait plutôt bien commencé et voilà. Après voilà, tu raison, hein, la plupart des gens se poser les questions dans ce trade parce qu'il y avait Marcus Smart qui partait, donc c'est vrai que c'était un peu l'esprit de la franchise, celui qui tenait l'équipe et en même temps, tu peux aussi te dire que c'est un peu ta limite, en fait. Si, mmh, ton joueur déterminant ou du moins ton baromètre, c'est Marcus Smart, mmh, je dis pas que c'était le meilleur joueur des Celtics, pas du tout, mais peut-être, voilà, ton joueur baromètre, bah, c'est un peu compliqué. Donc sur le talent, moi j'avais plutôt bien aimé ce trade pour Porzingis et puis bon après j'imaginais pas que Jrue Holiday viendrait en plus derrière pour renforcer et remplacer plus poste pour poste, Marcus Smart. Donc là, bien c'est sûr, encore plus, parfait quelque part. exactement. Bah, écoute, moi j'en ai du côté basket, moi j'ai un peu fait le tour de ceux que j'avais notés pour aujourd'hui. Je sais pas si tu en as d'autres, Pierre, que tu Alors j'en voulais, ai un que proposer? j'aimerais bien voir. On parle de LA qui lande sur Zach LaVine. Ouais. Mais moi, je trouve que quitte à venir chercher quelqu'un à Chicago, pourtant ça m'emmerde profondément, tu le sais, ce serait pas lui que je prendrais. On a tous vu les Lakers jouer cette NBA Cup de belle manière et de donner une réponse physique assez impressionnante aux Pacers. Mais j'aimerais bien qu'ils aient un joueur qui, pas un dynamiteur, mais qui peut mettre du rythme, que n'a pas forcément Austin Reeves, etc. Et il y a un joueur qui me plaît beaucoup en ce moment à Chicago, c'est Kobe White, qui fait une super saison, qui est à plus de 16 points, 44% au tir, 43% à 3 points, 4 passes et demi. Et je trouve que ça fitterait pas mal
aux Lakers. En plus, entendre le Staples Center, enfin anciennement la Crypto.com Arena crier Kobe, même si ça s'écrit pas pareil, ce serait génial. Mais je trouve que ça fitterait plutôt bien avec la bande là. Ça dégagerait un petit peu Austin Reeves de la montée de balle parce que on l'a vu, dès qu'il est pressé, pris à 2, à 3, bah, on l'a vu contre les Suns en quart de cette NBA Cup. Ça se joue à pas grand-chose, ce soit la cata à cause de ça. C'est pas un grand manieur de ballon, Kobe White, mais il peut apporter une alternative plutôt sympa. Et je trouve que ce serait un fit plutôt réussi, un petit peu comme c'était passé avec Dennis Schroeder, même si c'était un profil différent. Mais j'aimerais bien voir Kobe White aux Lakers. Enfin non, j'aimerais pas qu'il aille aux Lakers, mais quitte à ce qu'il y en ait un qui parte ou qui, de toute façon, ça va péter à un moment. Donc voilà. J'espère pour C'est lui, ce en que tout j'allais cas, qu'il s'éclate, c'est surtout ça. Ouais, ce que j'allais dire, c'est ça, c'est que les Bulls, j'ai l'impression qu'ils ont des joueurs qui fitteraient partout sauf aux Bulls, en fait. Tu vois, tu prends l'effectif du haut en bas. Moi, celui que j'avais noté un peu ça, c'est Alex Caruso. Oui, bien sûr. Alors, Ça, je sais pas du tout s'il est. c'est un fit partout. Ben ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que moi, j'aimerais bien le voir du côté des Bucks. Je pense qu'il serait vraiment parfait pour cette équipe de Milwaukee. Je sais pas du tout si Milwaukee aurait les moyens de le faire venir. Mais oui, c'est ça. Il y a des joueurs dans cette équipe de Chicago qui. Mais limite, enfin, j'espère qu'ils vont vraiment la faire exploser parce que ça n'a pas vraiment de sens pour eux de continuer comme ça. Donc, Ça veut faut, dire que tu récupères. faut que ça bouge. Ah non, 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 Milwaukee, c'est vrai qu'il y est plus. Il est à Phoenix maintenant, j'allais dire, si tu récupères l'immonde Grayson Allen à la place, mais c'est vrai qu'il est parti de l'autre côté. Donc ça va. Ouais. Ça laisse. Allez, on va passer peut-être à d'autres catégories. Ouais. Alors, vas-y. Bah, j'ouvre le bal. Allez, j'en ai un que j'aurais pu. Ah, attends. Sorte le matériel. Voilà. Donc, l'un de mes producteurs, je vais parler de musique, je vais parler de hip-hop un petit peu. L'un de mes producteurs préférés, c'est Madlib, voilà, producteur incroyable. Mais parfois, je vais te dire, tu vois, que je trouve ça manque un petit peu de, comment dire, son label enfin son ancien label Stones Throw avait tendance à sortir systématiquement tout ce que Madlib pouvait produire, du moins, donc c'était un petit peu une litanie de sorties. Je trouve que parfois, ça manquait un petit peu de justesse dans les choix. Et il y a un feat que j'avais pas du tout vu venir et moi qui m'a beaucoup plu, c'est son feat avec un rappeur qui s'appelle Freddie Gibbs. Donc là, je vous montre leur premier album commun, Pignata. Heu, Par la suite, ils en ont sorti un deuxième qui s'appelle Bandana. Voilà. Il y a un petit reflet, mais je pense que vous le verrez. Pignata et Bandana, les 2 albums donc de Freddie Gibbs avec Madlib et j'étais pas convaincu, je vais être honnête avec toi, de Freddie Gibbs. Au début, j'avais du mal, en fait. J'avais un petit peu de mal avec son flow qui est très particulier. Mm. Il y avait notre copain Maxime Robin là qui bosse avec lui, qui me disait: «Mais non, réécoute, c'est très bien et tout». J'avais du mal à tel point que l'album Pignata, au début, j'ai acheté la version instrumentale parce que j'adorais les prods de Madlib, mais j'étais pas convaincu par Freddie Gibbs et au bout du compte, bah, c'est un super beau feat. Je trouve que Freddie Gibbs a fait un super boulot de directeur artistique en choisissant vraiment, parmi la crème de la crème des prods que pouvait lui sortir Madlib et bah, c'est une super, voilà, c'est une super, collaboration au bout du compte que j'aurais pas du tout imaginé et que j'aurais pas du tout vu venir. Voilà, derrière, bah, Freddie Gibbs a fait des albums que j'ai beaucoup aimés avec Alchemist, dont on parlait la semaine dernière, mais sa collaboration avec Madlib, ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes, comme on disait dans les années 75. C'est vrai que comme tu disais, inattendu et pas forcément dangereux parce que le flow de Freddie Gibbs sur des prods de Madlib, c'était pas forcément celui qui aurait plu, celui auquel on pense en premier, mais ça fonctionne. C'est ça. Bon, alors après, quand on a un excellent MC et un producteur de génie, il y a peu de chances que ça fonctionne pas, mais c'était un pari risqué et on vous conseille ces deux albums qui sont franchement extra. Et on remercie Maxime à chaque fois de nous remettre des doses de Freddie Gibbs parce qu'on en a bien besoin. C'est clair. On en a bien besoin. Euh, Moi, en musique, j'en ai quelques-uns. J'en ai un évident. Fin des années 70, Michael Jackson cherche à sortir un petit peu la tête des Jackson 5 et de se lancer en solo. Mais c'est pas facile d'avoir quelqu'un d'ultra perfectionniste comme ça et de trouver le son qu'il faut. Donc, ben, on va trouver quelqu'un d'encore plus perfectionniste. On va trouver Quincy Jones qui vient du jazz et pour moi et qui démarre avec Off the Wall. Alors il fait Off the Wall, Thriller et Bad. Hein, il fait ces trois disques-là qui sont de trois esthétiques différentes. Mais pour moi, Off the Wall est encore aujourd'hui ce que je considère et que je rangerais dans un disque de jazz. Vraiment. C'est pas du tout un disque de pop.
la production et la liberté qui est laissée, que ce soit à la voix de Michael Jackson, mais également à la liberté instrumentale de Quincy Jones, fait que, bon, bah, voilà, c'est pour moi quelque chose d'assez incroyable. Le travail de Quincy Jones. Il y a un extraordinaire documentaire qui est encore, sur Netflix qu'on vous conseille d'aller voir, sur l'œuvre de Quincy Jones. Moi, Complètement, ouais. j'étais allé le voir en concert, là, il était passé à Bercy il y a 3-4 ans, 4-5 ans. Et alors bon, il est assis sur le côté et en fait là, il y a c'est une sorte de c'est un concert hommage, avec de vrais musiciens, symphoniques et cetera et tout et il y a un écran qui retrace sa vie et il dit: «Et le 15 je ren et Quincy rencontre Michael Jackson» et là ça démarre, donc il joue sauf que, généralement, quand vous entendez les gars jouer les séquences de la fameuse base de Thriller, par exemple, bon, c'est dur. Mais là, elles y sont vraiment. Donc la séquence, c'est lui qui l'a, donc elle est vraiment dans la machine. Et quand tu entends ça en live, la vraie séquence et tout, bah, c'était une kermesse géante, hein. Après, c'était une bar mitzvah géante, attention, hein. Mais tu avais des gars qui venaient chanter et tout, mais ça couvre un panel d'une histoire de la musique dingue. Et ce feat, les trois, sur ces trois albums-là, peut-être moins fan de Bad, mais quand même, ça reste dans l'air. Alors, autant les Bad est très dans l'air du temps, c'est-à-dire très fin des années 80, autant les autres sont intemporels. Et ils sortiraient aujourd'hui que ça resterait des monuments absolus. Mais voilà, Quincy Jones avec Michael Jackson. Ouais, non, bah, mais comme toi, j'ai adoré le documentaire sur Netflix. Tu sais, c'est Quincy Jones, tu beau savoir que sa carrière est folle et puis avoir, en tête un peu les mecs avec qui il a collaboré, tu regardes le documentaire, tu te dis: «Non mais ça a aucun sens en fait». Aucun. C'est son CV, Ah oui, oui, incroyable. on se rend pas bien compte. Si vous n'êtes pas très connaisseur de ça, allez voir et puis vous direz: «Mais ça aussi c'est lui, ça aussi c'est lui». Vous serez vous-même surpris de voir tout ça. Ouais, carrément. Tu autre chose, du côté culture, J'en ai 2 autres, un qui va te parler, allez rapidement, il y a en 1987 à Philadelphie, il y a un petit groupe, qui a la particularité de sampler de la musique qu'ils jouent eux-mêmes en studio, ça s'appelle les Roots. Et en 95, ils engagent un jeune MC parce qu'ils cherchaient quelqu'un d'autre et ils prennent, Karl Jenkins, aka Dice Row. Et ça fit tout de suite. Ça fit tout de suite parce qu'il est son personnage, son flow et le mariage parfait. Tu parlais de Clay et de Steph, c'est un peu les Splash Brothers pendant un moment de 95 à 2001, je crois, à la fenêtre, où il est vraiment, vraiment présent. Après, il fait quelques featuring toujours et toujours dans la sphère, hein, bien sûr, mais il est quand même, il envoie des morceaux. Il est sur Do You Want More, Things Fall Apart, Tipping Point, voilà, sur tous ces gros albums. C'est quand on parle de feat parfait au niveau musical, il y a celui-là. Et il y en a un autre, une formation marseillaise que tu connais certainement qui s'appelle Chinese Man. Chinese Man, qui est gros, hein, qui fait que des gros festivals, les Zénith, etc. Et Chinese Man, quand ils vont sur scène, ils prennent toujours des rappeurs avec eux. Et dernièrement, enfin il y a 3-4 ans, pareil, ils ont pris un anglais qui s'appelle U-Star. Et U-Star, voilà, c'est le feat parfait pour ce genre de production, ce genre de concert avec de la vidéo partout. Il a sorti toujours sur le label Chinese Man Records, un EP qui s'appelle SA Mode, SA plus loin Mode. Moi, je croyais que c'était un truc genre San Antonio ou quoi que ce soit. Non, non, ça signifie SAMOD, ça signifie Suck a Mountain of Dicks. Voilà. OK, d'accord. Verlaine, Apollinaire, tout dans la discrétion et dans la beauté, et dans la beauté anglaise. Mais voilà, c'est un type qui rappe aussi bien sur n'importe quel truc de boom bap, sur de la drum and bass parce qu'il est anglais, donc il vient de là, il vient de la culture drum and bass. Il a un flow d'une rapidité incroyable. Allez écouter, il a aussi des projets avec le rappeur Miscellaneous, pardon, de Chinese Man Records. Donc il y a beaucoup de choses, mais surtout, enfin, sur scène, j'ai rarement vu une énergie pareille d'un petit bonhomme comme ça. C'est très impressionnant. C'est un petit peu Jay Medeiros des Oui. Procussions, mais avec plus de charisme Jay Medeiros, il est assez rond, tu vois, il présente bien sur lui. L'autre, c'est vraiment à l'anglaise, c'est-à-dire il a rien à foutre de rien. Donc c'est assez marrant. Donc voilà, You Star avec Chinese Man, c'est un très très bon feat à ce niveau-là.
Ouais, un petit mot sur The Roots parce que, tu m'y fais penser. Là, en ce moment, j'écoute un podcast. Alors, si vous êtes anglophone, vraiment, je vous le recommande chaudement. C'est un podcast qui s'appelle What Had Happened Was, qui est présenté par le rappeur Open Mike Eagle et dans lequel, en fait, il reprend, en fait, il fait des saisons et chaque saison, en fait, il reprend la carrière d'un artiste avec l'artiste, semaine par semaine. Donc, c'est une Ouais, c'est série, de chaque semaine, c'est au moins 1 heure. Donc, il l'a fait avec, LP de Compagnie Flow, il l'a fait avec, Prince Paul, bah, de La Soul, Grave Diggers et cetera et vraiment il rentre dans chaque album et le la série en cours, c'est avec Questlove et donc je sais pas, il y a 5 ou 6 épisodes qui sont sortis. Là, j'arrive au début de Things Fall Apart. Il y a quasiment 3 épisodes, de 50 minutes par album et justement, bah, il parlait de dans un des derniers épisodes, Questlove parlait de Dice Road, comment il était arrivé dans le giron de The Roots. Donc voilà, je vous remettrai le lien. Donc ça s'appelle What Had Happened Was, présenté par, Open Mike Eagle et ça vaut vraiment son voilà, c'est vraiment excellent. Ça rentre en détail dans la confection des morceaux, les anecdotes. Questlove qui a une mémoire encore plus grosse que son afro, te régale, d'épisode en épisode donc ça vaut vraiment le coup. encore plus grosse que lui, tu peux le dire. Mais tu pas C'est pas osé, tu c'est pas tu bien à peur de te dire, faire mais attaquer. exactement. On a j'ai peur de tout. On va passer à nos coups de cœur? Ouais, ouais, ouais. Alors moi, j'en ai 2. Le premier, c'est un livre qu'on m'a envoyé vraiment étonnant. C'est un livre donc signé de Corinne Collier qui est sur, Berk. Ça s'appelle Berk Basket. Alors, ça s'appelle «Entrer dans la légende», Berk Basket. Je sais pas alors pour les gens même de ma génération, de notre génération, Pierre, nous on n'a pas connu, l'époque, de Berk, qui a été c'est un club, donc bien sûr une ville du nord de la France, mais c'est un club qui a eu une histoire fulgurante et assez folle parce qu'ils ont réussi à être 2 fois champions de France en 73-74. Ils ont joué 2 demi-finales de coupe d'Europe, donc l'équivalent de l'Euroleague de l'époque où ils ont joué, des Varese, des Real Madrid, des Barcelone et en fait, c'est un livre qui reprend toute cette aventure et qui est incroyablement bien, documenté, avec des coupures de journaux, d'époque, avec, vraiment des quotes, voilà, je vous montre là, il y a des coupures de journaux, il y en a plein dans lesquels tu peux suivre, le parcours de cette équipe qui a eu des joueurs qui ont été des grands joueurs comme, Jean Gall ou d'autres, pardon, leur nom m'échappe. Hem je vais retrouver notamment un joueur du CSP Limoges par la suite. Et en fait, moi, j'ai été bluffé par la maquette de ce livre qui est magnifique, vraiment. Super. Voilà, je vous encourage, je vous mettrai le lien dans la description. C'est vraiment une histoire à part dans l'histoire du basket français, une espèce voilà, de petit pousset qui a brillé très très fort et puis après qui a dû retoucher le sol par manque de budget et puis les raisons économiques qui sont liées au sport de haut niveau. Voilà, Yves-Marie Vérove, le père de Jimmy et compagnie, Jean Gall, comme je vous l'ai dit, tout un tas de joueurs qui ont brillé ensuite dans d'autres équipes. Ce livre est super bien documenté. C'est assez touchant parce que Corinne Collier, qui a écrit le livre, est la fille d'un des anciens joueurs de cette équipe de Berck. Donc voilà, je vous encourage à aller découvrir ça si vous êtes fan de basket. Ça vaut vraiment le détour, c'est un livre magnifique. Et Voilà, puis je ça vous prouve montre une surtout dernière là, fois à quand tu l'écran. montres toutes ces, coupures de presse, qu'il y a 50 ans, le basket donc intéressait déjà, le grand public puisque c'était très suivi. Quand je vois sur la photo qui est là, on voit qu'ils sont pas c'est pas des ouais, c'est pas des tribunes vides, hein, derrière. Non, c'est clair et alors ce qui est marrant, c'est marqué en quatrième de couverture du livre, l'autrice explique que finalement, bah, toutes ces coupures de presse ont été précieusement conservées par ses grands-parents, en fait, qui ont tout mis de côté, qui ont été chercher tous les articles publiés. Du coup, il y a une manne de photos, une manne d'articles qui est impressionnante. Tiens, je te montre cette magnifique une de l'équipe. Attends, je vais la mettre en grand quand même pour, si vous nous voyez vous nous regardez, voilà, sur YouTube. Voilà, l'équipe basket, les champions. Voilà, ça c'est, On dirait qu'il y a Dominique Rocheteau, sur la photo, quoi. Bah, c'est ça, c'est clair que c'est cette époque-là. 73-74, leurs 2 titres de champion. Donc voilà, à découvrir. Génial. Et tu avais quoi d'autre? Alors, j'en ai un deuxième et genre ouais, j'en ai un deuxième. C'est, on parlait des feats, j'ai parlé de Madlib, mais je vais reparler de lui à nouveau. C'est, le dernier album qu'il a sorti avec Madlib avec, Talib Kweli, pardon, Liberation 2. Donc le disque est sorti depuis quelques semaines, quelques semaines tu sais, sur les plateformes. Mais moi, je suis un peu fétichiste. Il y a certains disques comme ça, j'attends de les recevoir, de les avoir en main pour prendre le temps de les écouter parce que sinon, voilà, j'ai l'impression d'écouter ça en faisant autre chose, de pas avoir une bonne oreille. Alors Quali qui est forcément un rappeur incroyable avec lequel j'ai aussi une relation un peu étrange. J'ai adoré, à ses débuts et après il m'a un peu lassé. Je t'avoue que
je trouve parfois ses albums un peu ennuyeux. Son ton un petit peu à faire la morale à tout le monde, m'agace parfois. Mais je trouve que pardon, que son feat avec Madlib est vraiment, j'ai trouvé l'album vraiment mortel. Super, il fait suite à celui-ci qui était sorti il y a presque une quinzaine d'années, je Chouette. pense, Ouais, qui est en chouette. 2007. Voilà, Ouais. 2007, c'était le premier Liberation qui était sorti, Madlib et Talib Kweli, mais le nouveau là est vraiment, super. Bon, à écouter de toute urgence. J'ai le même rapport avec toi, avec Kweli. Elle m'avait un peu fatigué à l'époque Blackstar notamment, avec son pote Mos Def, qui malgré son talent était vraiment que j'ai eu le plaisir de rencontrer, qui m'a laissé une très mauvaise impression, un sale con de première. Mais voilà, je suis content qu'ils se retrouvent. Et puis en plus, comme, encore une fois, c'est des belles associations entre des personnages mythiques de l'histoire du hip-hop comme ça. Moi, mon coup de cœur, alors il est pour les Parisiens parce que j'ai appris là que les Brooklyn Nets vont amener le meilleur de Brooklyn à Paris, dans le cadre de leur venue le 11 janvier prochain pour le match contre Cleveland. Mais au théâtre du Châtelet, c'est organisé par les Brooklyn Nets, l'association Brooklyn Nets. Il y a un concert philharmonique autour de Notorious B.I.G. qui va être mis en place. Et qui est arrangé, il sera sur scène par le génial producteur et arrangeur Miguel Artud Ferguson, qui est pareil, qui a collaboré avec tous les grands noms du hip-hop, etc. Et qui sera rejoint sur scène par DJ Clark Kent, qui lui aussi, Incroyable. ouais, qui a lui travaillé bon, avec Madlib aussi, mais avec B.I.G., avec Lil Kim, avec Jay-Z, avec toutes les grandes légendes du hip-hop new-yorkais, un vrai personnage à part, collectionneur de sneakers, enfin de Air Force One, connu dans le monde entier à ce niveau-là. Et apparemment, ils annoncent plein d'autres guests aussi pour cette soirée. Donc voilà, j'aurais pas le plaisir d'y être, mais Théo, si tu peux y aller, tu nous feras un report là-dessus. C'est organisé par les Brooklyn Nets. C'est donc Notorious B.I.G. en symphonique avec Miguel Atwood Ferguson et Clark Kent. Et ils annoncent plein d'autres surprises. Donc ça vaut le coup. Et puis peut-être qu'en plus, c'est la veille du match, donc c'est le 10 janvier. Peut-être vous aurez la chance de voir des joueurs des Nets et de Cleveland parce qu'ils ne sauront pas trop quoi faire la veille, qui iront voir ce concert. Donc vous aurez peut-être la possibilité de les voir de près. Donc ça vaut, je pense, triplement le coup, cette histoire. Ça s'annonce complètement fou parce qu'effectivement, l'orchestrateur dont tu parles, il a sorti 2 lives incroyables. Un avec des productions de JD qui s'appelle Suite for Ouais. My Dukes, et l'autre d'un album, un de mes albums préférés du musicien brésilien Arthur Verocai. Donc je pense que ça s'annonce fumant, Ah effectivement. ouais, donc il faut vraiment pas passer à côté. Si j'ai l'occasion, parce que j'avais l'affiche devant les yeux là, et ça m'a vraiment plu. Voilà, un orchestral tribute à Notorious B.I.G. au théâtre du Châtelet, avec, voilà, je vous le montre, le voilà. Ouais, Voilà. Donc, super. Ben, on prend note, on prend note. ouais, Les ouais. les Parisiens prennent note, Pierre. Et les autres aussi, si vous pensiez aller Ouais, voir le match, vous y allez une nuit avant et vous faites ce plaisir-là. On va passer à nos reliques, Théo? ouais, avec plaisir. Je suis curieux de Vas-y. voir ce que tu as sorti parce que là, sur les dernières semaines, tu en vois que du lourd. Que du très, très Eh lourd. oui, je suis obligé de continuer. Moi aussi, j'ai cherché. On parlait de Kent et d'Air Force One. Je t'ai amené une paire d'Air Force One. Alors, comme ça, elle n'a rien de fou. C'est une paire qui est sortie en collaboration avec LeBron James et sa marque Uninterrupted, hein, qui, tu Ah oui, sais, ils ça, peuvent tout autour. voilà, sa marque comment ça s'appelle, de communication, hein, quand tu fais ses Ouais. podcasts, etc. Avec donc la mention I am more than an athlete. Tu sais, c'était cette campagne qui avait été là. Et donc, tu vois, la particularité, c'était qu'il y avait plein de panneaux ici et c'était livré avec des stylos et on pouvait personnaliser du coup ses chaussures. Et moi, j'ai eu la chance alors, tu vois, il y a marqué Hangtime Mars ici, pour ceux qui Ah oui? connaissent mon pseudo. Et le jour où, sur Radio Grenouille, on a reçu IAM, voilà, ils m'ont complètement tagué la chaussure. Donc, tu vois, tu as AKH, Keops,
Kefren, Shuriken qui sont là, et AKH, il a écrit une Time Mars en gros derrière. J'aurais dit, tenez, amusez-vous avec le truc. Donc voilà, je les enlève parce que elles étaient par terre parce qu'elles étaient à mes pieds. Souvent, mes chaussures, je les porte, même si elles sont bien dédicacées comme ça. Et j'en profite pour passer un big up à Kefren et Keops qui sont des sneakerheads, mais d'un niveau supérieur, d'un niveau élite. Contrairement à Akhenaton et Shuriken, qui sont des sneakerheads d'un niveau dramatique, ils n'y connaissent rien, mais c'est ça où c'est marrant, ça les fascine de voir les autres en parler. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un truc, ils restent là, ils écoutent et ils voient des gens qui parlent de cette culture comme ça. Donc voilà, c'était des Air Force One signés par IAM. Pas signés par LeBron, mais signés Incroyable, par IAM. Voilà, elles sont plutôt. incroyable. En plus, tu avais ramené un feutre bleu pour que ça colle avec Ils avaient on ramené le sent noir, le on bleu, sent du détail, ouais. et ils ont fait, il y a Akhenaton qui s'amusait d'un côté pendant que les autres, et voilà, comme ils ont fait du graphe aussi, donc c'était l'occasion de faire les choses correctement. Eh ben, écoute, moi, pour ma relique, je vais rester dans le domaine musique. Comme on parlait des feats, pour moi, c'est un des plus beaux feats qui, malheureusement, n'a duré que le temps simplement d'un album. C'est le premier album d'un groupe qui s'appelle The Pharcyde, qui est un de mes disques préférés, Bizarre Ride to the Pharcyde, avec les MC et le producteur Jay Swift, malheureusement, voilà, qui a sorti. Ils ont collaboré ensemble que sur un album avant que Jay Swift se barre et puis qu'il aille chercher du. Le deuxième album est très bien, hein, il y a du JD, il y a du Diamond D, il y a plein de choses, mais Jay Swift, je pense, c'était vraiment un producteur qui était en avance sur son temps. Et cet album, il a été réédité il y a quelques années sous forme de 45 tours dans un box set, Génial. voilà, que je vous présente avec cet artwork vraiment incroyable sur en Oh, mode comment on dit, grand 8 montagne russe. c'est quoi? Là, C'est tous les singles en fait? c'est tous les morceaux de l'album sous forme de single en 45 tours. Et dedans, en fait, là, ça fonctionne plus, mais la boîte, en fait, ça faisait boîte à musique avec la lumière, ça se jouait. Il y a un puzzle de la pochette, donc ça, c'est un peu gimmick, Ah, que tu peux refaire, mais que j'ai fait à plusieurs reprises avec mes enfants, ils ont beaucoup aimé. Et voilà, donc tu as sous forme de 45 tours tous les morceaux de l'album qui sont sous forme de 45 tours, qui sont, si je me trompe pas, voilà, deux couleurs. oh là Donc là là celui-là, je sais là. pas si on voit bien, celui-là, il est violet, il y en a un jaune, un Où est-ce bleu, que un tu as rouge, trouvé ça? etc. J'avais trouvé ça à l'époque sur un site de vente en ligne qui s'appelle hhv.de, un site allemand là, qui vend des disques. Et alors je suis pas forcément, tu sais, alors moi j'aime les disques bien sûr, mais je suis pas forcément un fétichiste non plus. Mais voilà, ce disque que j'adore, là j'avais trouvé que c'était trop cool comme concept avec le puzzle et tout, ça m'avait parlé. Trop bien. Donc voilà. Et vraiment cet album-là, Bizarre Ride to the Far Side, c'est un de mes albums classiques que j'adore, que je réécoute vraiment fréquemment, régulièrement. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller découvrir cette pépite. Vous ne serez pas déçus, je pense. Et d'ailleurs, si vous aimez acheter des vinyles, allez sur ce site. Alors, c'est un site allemand, ça se prononce pas du tout HHV, hein. Je crois que c'est Hahafon, un truc comme ça. Je pense qu'Antoine Vas-y. Pinel pourra nous confirmer. Mais il continue de vendre plein de merch, plein de produits un petit peu dérivés. À chaque fois que vous cliquez sur un album, il vous propose les t-shirts de l'album, les t-shirts des rééditions de t-shirts de tournée et plein de petits goodies comme ça, des coffrets collector, des figurines. Donc ce site, si vous n'avez pas envie de claquer de la thune, n'y allez surtout pas. Oui, c'est ça, oui, il y a des sneakers, des t-shirts, il y a plein. Ah Enfin, oui, oui, il y c'est a tout. un Ah gros ouais, site. c'est On n'a pas de vraiment partenariat, hein, malheureusement, s'ils nous entendent, ils peuvent nous proposer. Je aucun suis souci. d'accord pour me faire payer en scud et Pierre Armand en sneakers, donc ils peuvent nous contacter sans problème. Voilà, exactement. Bah, écoute, Théo, ce nouveau podcast qui s'achève, on a passé un excellent moment tous les deux. J'espère que vous avez passé un bon moment également. Continuez, comme toujours, à nous abreuver de vos commentaires, de nous dire ce qu'on a dit de bien ou de moins bien. On est toujours là pour apte au débat et pour prendre vos idées qui sont le plus souvent très judicieuses dans les surcotés, sous-cotés. Vous nous avez donné plein de noms auxquels on n'avait pas pensé. Et vous nous régalez toujours. Le CQFR, c'est tous les jours. Le CQ, à quoi il faut répondre, c'est le samedi matin, toujours, avec Théo, Antoine et Shai. Et puis Moubdeep également. Et le dimanche, vous savez, maintenant, vous allez pouvoir aller préparer le repas et on vous nous retrouver sur toutes les plateformes, bien sûr, pour ceux qui ne nous ont pas vus en vidéo sur les plateformes de streaming. Voilà, Théo, bonne semaine à toi. Salut Pierre Armand, ouais, vivement dimanche prochain. Salut à tous.